Bien, il semble que la salle d'attente soit désormais quasiment vide, ou en tout cas que les entrées se fassent de manière un petit peu plus irrégulière. Donc, je vous propose de commencer cette réunion publique de lancement de cette concertation, comme évoqué tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui dans un dispositif de visioconférence qui partage les écrans à la fois entre les représentants de Bordeaux Métropole à l'hôtel du département et puis aussi à distance avec certains élus qui nous ont rejoints. Donc, je le disais, une réunion publique de lancement pour la concertation de la 11e modification du PLU. C'est une concertation qui se tient du 26 avril au 14 juin 2021 et nous sommes aujourd'hui dans le premier temps de rencontres, d'échanges directs avec le grand public autour de ce projet. Cette réunion a des objectifs assez larges, mais nous avons vraiment un point d'attention de manière à vous permettre de présenter ce projet de modification, de l'illustrer et surtout de vous aider, de vous donner des clés pour contribuer à ce projet à fort enjeu. Et bien sûr, à l'occasion de cette réunion, répondre à d'éventuelles questions et remarques. Donc, je vous le disais, quelques règles de visioconférence qui s'imposent dans le contexte, certes qui évoluent, mais qui nous contraignent toujours. Donc, des micros coupés pour la qualité audio, mais aussi avec le grand nombre de personnes, puisqu'on est quasiment 130 connectés en même temps. Ces micros sont coupés, mais vraiment, on vous invite au travers de la colonne de discussion, vous l'avez en bas, c'est une petite bulle, à cliquer dessus et à avoir la possibilité de donner vos remarques, vos contributions, vos questions à notre équipe et à moi-même, de manière à ce que nous puissions être vos relais, puisque pendant la réunion, nous aurons des temps pendant lesquels nous pourrons y répondre et les commenter. Petite astuce pour celles et ceux qui peuvent couper leur caméra, vous serez d'autant plus fluide à la réception du flux vidéo, parce que comme on est très nombreux, ça impacte aussi. Et puis, dernier point et non des moindres, je me dois de vous informer que cette réunion, pour les besoins d'un compte-rendu exhaustif, est enregistrée à la fois vidéo et audio. Vous trouverez dans la barre de discussion les mesures dites RGPD, donc de protection des données personnelles, de manière à ce que vous puissiez en prendre connaissance et votre connexion ce soir ou le maintien de votre connexion toutefois atteste de votre prise en compte et de votre accord. L'ensemble des questions, des remarques que vous fournirez dans la bulle de discussion feront partie du compte-rendu, seront repris de manière exhaustive et toutes les questions qui n'auraient pas trouvé de réponse ce soir, quel qu'en soit le motif, informations non disponibles ou par manque de temps si elles étaient trop nombreuses, vous les retrouverez toutes en intégralité dans le compte-rendu de la réunion. J'en ai terminé avec cette introduction. Vous présentez d'ores et déjà les trois élus qui nous accompagnent et qui vont introduire cette rencontre. Dans un premier temps, Monsieur Bernard-Louis Blanc, vice-président en charge des stratégies urbaines, qui me semble-t-il va être à l'écran. Monsieur Blanc, bonjour. Oui, bonsoir. Nous avons également Madame Christine Bost, vice-présidente en charge de l'aménagement urbain et naturel et du foncier opérationnel. Madame Bost, bonjour et merci de nous avoir rejoints. Bonsoir à tous. Et enfin, Marie-Claude Noël, conseillère métropolitaine déléguée au plan local d'urbanisme. Madame Noël, bonjour à vous aussi. Bonsoir à vous tous. Voilà. Donc, messieurs, dames les élus, Monsieur Blanc puis Madame Bost, peut-être vous laissez la parole pour un petit propos introductif sur ce projet et cette démarche. Oui, merci. Très rapidement. Il y a un écho terrible. Je vais baisser un peu le son. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je vais faire un petit propos rapide, mais juste pour fixer deux points qui nous semblent extrêmement importants. Rappeler que l'un des premiers engagements de la nouvelle mandature a été de faire effectivement rapidement évoluer les documents d'urbanisme pour mieux prendre en compte des enjeux d'adaptation au changement climatique et de transition énergétique et écologique du territoire, ce qui nous tenait véritablement à cœur. Cette évolution, elle passe par des procédures réglementaires qui sont relativement longues et c'est pour ça que nous avons choisi de mener cela en deux temps. Une première modification, d'abord, du PLU, qui implique de rester dans le cadre des orientations d'urbanisme et d'aménagement de l'actuel PLU et qu'on retrouve essentiellement dans un élément qui s'appelle projet d'aménagement et de développement durable, afin de pouvoir ensemble avancer sur deux objectifs qui nous semblent majeurs.
Le premier, c'est comment préserver et renforcer la place de la nature sur le territoire. Et comment, le deuxième objectif, favoriser en même temps la construction de logements adaptés aux besoins sur l'ensemble du territoire. Donc, nous souhaitons tenir ensemble ces deux dimensions, ce qui n'est pas aussi évident que cela. Le contenu de cette modification est travaillé en étroite collaboration avec les 28 communes de la métropole qui ont chacune des spécificités à prendre en compte et sera alimenté par la concertation qui s'engage à l'initiative de la métropole et d'autres qui ont pu être organisées directement par certaines communes. Et cette modification devrait être, si nous tenons notre planning, en vigueur début 2023. Dans un deuxième temps, une révision du PLU permettra d'aller beaucoup plus loin dans les évolutions et elle pourrait être engagée en 2022 afin de prendre en compte les évaluations des effets de l'actuel PLU qui viennent d'être lancés. Cette procédure, effectivement, est beaucoup plus longue et elle nous occupera pendant toute la durée de notre mandat. Et bien évidemment, vous serez invités à y contribuer activement. Donc, pour conclure mon petit propos introductif, je voulais bien partager avec vous le fait qu'il faut voir la concertation qui s'ouvre sur cette 11e modification du PLU comme une première étape, une sorte de phase de rodage qui nous permettrait de prendre la bonne trajectoire et de travailler ensemble sur des inflexions qui seront à consolider ensuite dans le cadre de la révision. Merci et bon échange avec nous pendant cette soirée. Merci, Monsieur Blanc, pour ce propos introductif. Peut-être laisser la parole à Madame Bost pour compléter. Oui, bonsoir à tous. Bon, tout d'abord, vous présenter les excuses du président Diani qui n'a pas pu se joindre à nous pour cette soirée. Bernard-Louis Blanc a donné un petit peu le cadre général de cette mise en bouche finalement qui est la modification du PLU. Mise en bouche qui va quand même nous tenir pratiquement 18 mois avant que la modification puisse être opérationnel. Si je parle de mise en bouche, c'est parce que c'est effectivement une préfiguration du travail qui nous attend aussi sur la révision plus générale du PLU qui va également s'engager. On est en train de parler, on est là ce soir pour cette première rencontre d'un document d'urbanisme, donc d'un cadre, de règles, qui sont parfois complexes à mettre en œuvre, qui à partir du moment où on les imagine et on les pose sur un territoire sont parfois devenus obsolètes parce que le territoire a déjà pas mal évolué. C'est la raison pour laquelle on a la possibilité d'avoir des phases de modification donc régulières au fil de la vie de ce grand document d'urbanisme. L'intérêt de ces modifications, c'est aussi de s'adapter aux évolutions de la société, c'est aussi de s'adapter aux évolutions de notre ville. Les enjeux qui sont devant nous, c'est effectivement des enjeux environnementaux, des enjeux climatiques. C'est comment on s'adapte, comment on maintient une certaine qualité environnementale, une certaine qualité de vie sur notre territoire, qui est d'abord un territoire assez éclectique. Les 28 communes de la métropole, elles sont toutes différentes. À l'intérieur même de certaines communes, il y a des quartiers qui ont des aspirations qui sont différentes également. Et le deuxième enjeu, la deuxième partie de l'équation, c'est comment aussi on permet à de nouvelles familles de vivre sur notre territoire ou simplement à s'adapter aux évolutions des familles, les problématiques d'écohabitation notamment, les enfants qui quittent le nid familial et qui ont envie de s'éloigner mais pas forcément trop. Donc comment on leur permet d'accéder à des logements qui sont adaptés aussi à leur portefeuille tout simplement. Donc, c'est comment on construit la ville pour tous, mais une ville qui ne sacrifie pas la qualité de vie de ceux qui sont déjà là. Donc, c'est aussi ce sur quoi on vous invite à travailler ce soir. Merci beaucoup, Madame Bost, pour ce complément d'introduction.
Peut-être juste, est-ce que, Madame Noël, vous souhaitez compléter cette introduction? Non, à ce stade, je pense que véritablement l'essentiel a été dit. Je pense qu'il vaut mieux qu'on rentre dans le détail de la présentation et éventuellement je répondrai à des questions particulières si certaines sont formulées auxquelles je peux répondre plus particulièrement. D'accord, merci beaucoup, Madame Noël. Donc, des élus qui sont en introduction et puis aussi différents intervenants qui vont se succéder ce soir pour vous présenter ce projet et l'illustrer de manière la plus pédagogique possible. Donc, des intervenants sur place, présents. Donc, à ma gauche, en l'occurrence, Christine Volpillac, qui vous êtes responsable du service planification urbaine. Et puis, à votre gauche, Marine Loisel, urbaniste, mais chargée de la concertation urbaine et donc sur ce projet. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Nous avons également à distance, et ils interviendront un peu plus tard dans la présentation, deux collègues à vous, Hélène Trouvé-Robin, qui est chargée de mission sur le plan local de l'habitat, et Sophie Delagarde, responsable de centre à la direction de la mobilité. Merci également à toutes les deux de nous avoir rejoints. On vous donnera la parole tout à l'heure dans la présentation. Donc, ces intervenants qui vont se succéder au cours d'une réunion finalement découpée en 3 grandes parties, surtout 2 en fait. Une première qui va revenir sur la présentation du plan local d'urbanisme dit PLU 3.1 et vous comprendrez pourquoi cet acronyme et de la procédure de modification qui nous occupe ce soir. À l'issue de ce premier temps de présentation et j'allais dire de définition principalement aussi pour bien comprendre, on ouvrira un premier temps de questions-réponses. On sera le relais des questions que vous aurez posées dans la conversation en lien avec cette première partie. Et puis, on ouvrira ensuite une deuxième séquence sur les thématiques à enjeu pour le plan local d'urbanisme et notamment dans le cadre de cette modification. On essaiera là d'illustrer les différents thèmes et sujets sur lesquels vous pouvez contribuer et générer des orientations pour être intégrés dans cette modification. Un nouveau temps de questions-réponses pour aller plus loin dans les remarques et les contributions que vous aurez formulées. Et enfin, nous clôturerons cette réunion en vous rappelant, si vous le savez déjà, les différentes étapes qui composent cette concertation et les modalités qui vous sont proposées tout au long de cette période pour continuer à contribuer et vous informer. Voilà qui est fait pour la partie déroulée. Donc, sans attendre, rentrons dans le vif du sujet avec vous, Christine Volpillac, sur ce premier temps de remise en contexte du document et de la procédure. Merci, bonsoir à tous. Je vais donc commencer par tenter de vous présenter ce qu'est et ce que peut ou ne peut pas un PLU, et plus particulièrement le PLU de Bordeaux Métropole. Et Marine Loisel vous en dira quelques mots supplémentaires sur la procédure de modification. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un PLU? Le PLU concerne tout le monde, comme il va vous rappeler. C'est un document d'urbanisme qui est à la fois stratégique et réglementaire. Stratégique puisqu'il affirme et décline un projet de territoire, et réglementaire en ce qu'il propose une boîte à outils issue du Code de l'urbanisme pour mettre en œuvre ce projet. C'est ce qu'on appelle un document de planification urbaine, c'est-à-dire qu'il concerne l'organisation de la ville dans l'espace et dans le temps, ceci afin de développer un cadre de vie adapté à tous les citoyens et les usagers de la ville. Que contient un PLU? Donc, je vous l'ai dit, c'est un document réglementaire et donc le contenu est cadré par le Code de l'urbanisme. Et pourquoi des précisions sur ce PLU? En effet, le titre PLU est un peu réducteur parce qu'au-delà de l'urbanisme, le document traite non seulement d'urbanisme donc, mais plus globalement de toutes les thématiques qui font la ville, à savoir le paysage, les protections des espaces naturels, agricoles et forestiers, la préservation, la remise en bon état des continuités écologiques, les transports et les déplacements. Il aborde aussi le développement économique, les loisirs, les équipements commerciaux. Il se doit de traiter de l'aménagement, de l'habitat, des équipements nécessaires aux fonctions urbaines. Il évoque aussi les communications numériques, les réseaux d'énergie et surtout, c'est un projet qui doit fixer des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il y a toute une hiérarchie dans les différents documents d'urbanisme en fonction des échelles de territoire et de temps. Et dans cette hiérarchie des normes,
le PLU se doit d'être compatible avec ce qu'on appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Le SCOT qui nous concerne, concerne donc l'aire métropolitaine, concerne environ 93 communes au sein du département. Et ce SCOT a été approuvé le 13 février 2014. Le PLU, à quoi sert-il? Alors, le PLU, c'est avant tout un document qui sert à organiser le territoire en veillant aux grands équilibres. Ainsi, il contribue à la préservation, à la répartition des espaces de nature. Il se doit de fixer l'offre en logement et de veiller à sa bonne répartition sur le territoire. Le PLU permet aussi de maintenir et de développer l'emploi. Il définit la localisation des équipements nécessaires à la vie de la cité. Il veille à la bonne répartition des transports sur le territoire, notamment. Et pour ce faire, il peut notamment agir sur la localisation ou l'interdiction de certains types de construction ou d'activités dans certains secteurs, certains quartiers. Il peut aussi agir sur le volume des bâtiments, la hauteur, leur implantation. Il peut agir sur, et ce qui nous intéresse particulièrement ce soir et dans cette procédure, la préservation des paysages et de la biodiversité. Mais en revanche, il ne peut pas prescrire des matériaux précis ou des couleurs précises. Il ne peut pas réglementer l'aménagement intérieur des bâtiments. Il ne traite pas de la réglementation sur le domaine public. Il ne peut pas réglementer le type de production agricole. Tout ça, c'est traité ou encadré par d'autres codes, d'autres législations qui ne sont pas reprises dans le PLU. Maintenant, plus précisément, le PLU de Bordeaux Métropole, que l'on appelle le PLU 3.1. Le PLU 3.1, parce que notre plan local d'urbanisme est un document intercommunal qui vaut programme local de l'habitat, PLH, et plan des déplacements urbains, PDU. C'est donc ce que l'on appelle dans le jargon des urbanistes un PLUI-HD et que nous avons appelé le PLU 3.1 ou PLU 3 en 1. Notre PLU a été approuvé en décembre 2016 suite à un long processus d'élaboration qui a duré plus de 6 ans. C'est un projet, comme l'a précisé notamment Bernard, c'est un projet qui a été co-construit et qui mêle à la fois les échelles, les acteurs, les différentes politiques sectorielles et ce au gré de diverses procédures d'évolution. Le projet tel qu'il existe dans le PLU 3.1 est le fruit d'un travail itératif à double échelle, à la fois l'échelle métropolitaine et l'échelle communale. C'est un peu ce qui illustre la petite image, illustration à gauche de la vignette de gauche, qui explique qu'en fait, l'idée était de conjuguer au mieux à la fois les enjeux métropolitains et les intérêts communaux, avec une sorte de puzzle où je fais 28 morceaux qui correspondent bien à l'identité, à la spécificité de chacune des communes, mais qui ensemble font un projet cohérent, qui est donc traduit dans notre PLU 3.1. C'est un projet qui a été construit avec différents types d'acteurs. En premier lieu, les 105 élus métropolitains, mais aussi, comme l'ont rappelé nos élus, les 28 communes membres de Bordeaux Métropole. C'est un projet que nous avons également travaillé avec différents partenaires, qu'ils soient institutionnels, associatifs ou autres. Et puis, bien sûr, un projet qui est construit avec le public et c'est la raison de notre réunion de ce soir. Et enfin, c'est un projet qui se doit d'avoir une approche à la fois thématique mais aussi transversale, puisque en fait, c'est l'ensemble de ces équilibres et c'est l'ensemble de ces thématiques mises en musique et non pas juxtaposées qui font la ville telle qu'on la vit. Le PLU, il est traduit dans un certain nombre de documents dont vous pouvez trouver l'intégralité en ligne sur le site internet de Bordeaux Métropole. Il y a en premier lieu des documents qui exposent le projet, ses orientations, ses objectifs. C'est ce que l'on appelle le projet d'aménagement et de développement durable, que je vous présenterai plus en détail tout à l'heure. Et puis, les programmes d'orientation et d'action pour l'habitat et la mobilité que développeront mes collègues Hélène Trouvé-Robin et Sophie Bélaga. Il y a ensuite la boîte à outils réglementaires qui permettent de mettre en œuvre ce projet,
et qui est décliné dans les orientations d'aménagement et de programmation territoriale, dans un certain nombre de pièces réglementaires écrites ou graphiques, dans certains plans annexés. Et l'ensemble de tous ces éléments est expliqué dans le rapport de présentation qui fait état de l'état initial du territoire, qui explique l'ensemble des choix retenus tant pour les objectifs que pour les outils que l'on met en œuvre pour y répondre. Vous trouverez aussi dans le rapport de présentation l'évaluation environnementale de notre projet, ainsi qu'un résumé de l'ensemble de ces choses. Donc, plus précisément, que contient notre projet d'aménagement et de développement durable, donc la clé de voûte du PLU. Ce document énonce des orientations d'urbanisme et à travers des orientations elles-mêmes déclinées en grands objectifs. Le projet de Bordeaux Métropole est de construire une métropole attractive à l'échelle européenne en s'appuyant sur l'harmonie de ses paysages et de son cadre de vie. Et donc ceci à travers les 5 orientations suivantes. La première de ces orientations, c'est agir sur la qualité urbaine en s'appuyant sur le patrimoine et sur les identités locales. Cette orientation, qui n'est pas des moindres, est déclinée en plusieurs objectifs, notamment stabiliser le contour de la zone urbanisée afin de préserver l'équilibre 50-50 existant. Effectivement, on a 51% des espaces du territoire qui sont en zone naturelle et agricole et 49% qui sont donc des espaces urbains ou urbanisés. Notre objectif est de valoriser le patrimoine et les identités locales pour une ville plus diversifiée et moins uniforme. Et pour cela, il y a dans notre boîte à outils plus de 150 zonages différents avec des règlements associés. Notre objectif, troisième objectif, est notamment de développer la présence du végétal au sein des quartiers. Et on retrouve ainsi dans les différents documents plus de 13 000 hectares de protection paysagère, plus de 5 000 hectares d'espaces boisés classés et près d'un millier d'arbres remarquables repérés. La deuxième orientation de notre projet est de respecter et de consolider l'armature naturelle de la métropole tout en anticipant les risques. Et notamment, on trouve pour objectif le fait de conforter les espaces naturels et agricoles. Pour ce faire, il y a actuellement dans le PLU près de 11 zonages naturels et agricoles différents, qui couvrent plus de 30 000 hectares. Et cette diversité de zonages permet de préserver les continuités écologiques et d'offrir les maintiens d'une agriculture urbaine en tenant compte de la vocation et des usages de l'ensemble de ces différents espaces. Un autre objectif, toujours dans cette orientation, est la prise en compte de l'importance de l'eau dans le territoire, puisque effectivement, l'eau a une forte présence sur notre territoire, tant du fait du risque d'inondation que de la richesse de ses cours d'eau et de ses sous-sols, de l'eau contenue dans ces sous-sols. Et on trouve donc différents outils dans notre document avec la protection au regard du risque d'inondation, des périmètres de constructibilité sous conditions le long des cours d'eau, des périmètres de protection des continuités écologiques de la trame bleue, notamment pour préserver à la fois l'eau, mais aussi les ripisylves et toute la biodiversité qui a trait, ou encore des zones humides et avec un traitement particulier, un repérage particulier concernant les lagunes. La troisième orientation du PADD consiste à mieux intégrer l'activité économique dans la construction de la ville. Il s'agit de permettre l'implantation et le maintien de tout type d'emploi. À ce titre, 14 zonages ont été créés, 14 zonages différents, dédiés à la fois aux grands équipements, aux différentes activités économiques et au commerce. En effet, la ville se veut multifonctionnelle, mais pour autant, certaines activités ne sont pas compatibles avec l'habitat et il y a donc lieu, pour pouvoir préserver à la fois la sécurité des habitants et le maintien des emplois, de pouvoir avoir certains secteurs dédiés. Un autre objectif dans le domaine de l'activité économique est plus spécifique à l'urbanisme commercial. Il s'agit de requalifier et de limiter les zones commerciales existantes et de revitaliser les commerces de proximité. Et il y a donc des outils dans notre PLU dédiés à cet effet.
La quatrième orientation du PADD, du projet d'aménagement et de développement durable, de poursuivre le développement d'une offre en déplacement en cohérence avec l'ambition métropolitaine. On trouve dans cette orientation l'objectif d'améliorer la fluidité des différents trafics routiers, notamment pour les transports collectifs, les transports de marchandises, les véhicules particuliers, avec un certain nombre d'outils dédiés plutôt visibles sur le plan, et puis un objectif aussi particulier sur la promotion pour les déplacements quotidiens d'un usage renforcé du vélo, avec à la fois des obligations qualitatives et quantitatives renforcées dans le règlement écrit et tout un tas d'actions développées dans le POA mobilité. La cinquième et dernière orientation affichée dans notre projet actuel est de concevoir un habitat de qualité dans une agglomération en croissance. Il s'agit de répondre aux besoins en logement et d'agir en faveur de la diversité sociale avec différents outils tels que les servitudes de mixité sociale, les secteurs de diversité sociale. On trouve aussi sur le territoire plus de 140 secteurs sur lesquels la taille minimale de logement est réglementée. Notre objectif est de réduire l'exposition des habitants aux nuisances environnementales et aux risques technologiques. On trouve encore comme objectif dans cette orientation le fait d'encourager la qualité environnementale et énergétique des bâtiments. Voilà donc les 5 grandes orientations qui prévalent dans notre projet d'aménagement et de développement durable. Ces orientations et ces actions sont complétées ou précisées du fait de notre spécificité d'avoir un document 3 en 1 par des programmes d'orientation et d'action qui ont trait plus particulièrement à l'habitat et à la mobilité, que vont nous développer nos collègues. Effectivement, Madame Volpillac, on a Hélène Trouvé-Robin, chargée de mission au plan local de l'habitat, qui est avec nous à distance ce soir. Peut-être, Madame Trouvé-Robin, vous pouvez activer votre micro si ça n'est déjà le cas pour votre intervention. Alors, en attendant que Madame Trouvé-Robin nous rejoigne, l'autre intervention concernait le programme d'orientation et d'action relative à la mobilité. Ah, pardon, Madame Trouvé-Robin, on vous a récupéré. Oui, excusez-moi, mon micro était bloqué. Vous m'entendez? Oui, très bien, on vous écoute. Oui. Bonsoir. Donc oui, le programme d'orientation et d'action en faveur de l'habitat regroupe tout le programme partenarial nécessaire à mobiliser pour la mise en œuvre de l'ensemble de la politique de l'habitat. Il a pour but de pouvoir justement mobiliser donc l'ensemble des partenaires sur différents axes prioritaires pour Bordeaux Métropole. Le premier, c'est un axe qui s'attache à rassembler tous les partenaires pour répondre à la demande, aux besoins en logement des habitants, avec une préoccupation sociale assez forte. Et donc, dans cet axe-là, le POA Habitat tente de lister tous les publics pour lesquels il est nécessaire d'adapter notre politique de l'habitat, que ce soit les familles, les jeunes étudiants ou les jeunes en précarité, les personnes âgées, les personnes handicapées, les ménages issus de la communauté des gens du voyage, les ménages en situation très précaire, voire sans abri. Le deuxième axe prioritaire de cette politique de l'habitat, c'est une action pour produire des logements, notamment des logements neufs. Et des logements accessibles, donc que ce soit en matière d'accès à la propriété ou d'accès au logement social. Enfin, le troisième axe prioritaire vise à donc mobiliser l'ensemble des partenaires pour améliorer l'habitat existant, qui représente quand même 80% du parc de logements de la métropole.
cet habitat existant, qui sont les logements qui existent déjà, l'amélioration des logements existants se décline sous différents axes en fonction du statut du logement, que ce soit des logements propriété des ménages ou bien des logements dans le parc locatif social. Là encore, dans cet axe-là, une part importante de nos actions visent à accompagner plus particulièrement les ménages précaires pour améliorer leur habitat et également améliorer la précarité, enfin lutter contre la précarité énergétique, le logement indigne et ces situations d'habitat dégradé. Voilà en quelques mots les différents axes de la politique de l'habitat. Je me tiens à votre disposition pour répondre à des questions peut-être plus précises sur tel ou tel sujet. Juste pour terminer, dans le cadre de cette modification du PLU, bien entendu, nous allons faire évoluer un peu ce programme d'action, d'abord pour le mettre à jour par rapport aux réflexions qui ont pu et aux nouveaux dispositifs qui ont pu émerger depuis l'adoption du PLU. Et puis, nous sommes dans une démarche d'évaluation à mi-parcours, puisque ça fait plus de 3 ans que le PLU et donc le PLH a été adopté. Et dans cette démarche d'évaluation à mi-parcours, eh bien, nous avons fait un bilan de nos actions que nous partageons avec les partenaires. Suite à ce bilan, nous ferons évoluer nos objectifs et nos actions pour améliorer, pour renforcer ce qui marche bien pour l'instant et pour améliorer ce qui n'a pas forcément encore été mis en œuvre. Merci beaucoup, Hélène Trouvé-Robin. Avant de poser les questions, puisqu'on aura un temps de questions-réponses dédié, on vous garde avec nous et on vous interpellera en fonction des questions et a priori, on commence à en avoir. Laisser la parole à Sophie Bélagarde, responsable du centre à la direction de la mobilité, pour nous commenter le POA mobilité plus spécifiquement. Madame Bélagarde, est-ce que vous êtes bien avec nous et est-ce que votre micro fonctionne ? Oui, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Très bien, merci beaucoup, on vous écoute. Alors, donc, le POA mobilité du PLU vise effectivement à synthétiser les grandes orientations de la politique de mobilité de Bordeaux Métropole et donc à notamment diminuer la pollution et améliorer la qualité de l'air et améliorer également les déplacements sur la métropole en visant en particulier le report de l'autosolisme, donc les voitures pratiquées seules, va-t-on dire, vers les transports en commun et les modes actifs, le vélo et la marche, pour remplir ces grands objectifs. Donc, le POA mobilité, il comporte 4 grands axes. Le premier, c'est organiser une métropole apaisée. Et cet axe vise notamment à baisser la place du trafic automobile dans la métropole en développant des zones 30 et en développant également la pratique de la marche et du vélo. Et donc à ce sujet, la métropole est en train d'élaborer son premier plan marche et son 3e plan vélo, en mettant en place notamment des aménagements adaptés à la pratique de la marche et du vélo, et en mettant en place toutes sortes d'actions pour favoriser leur pratique, telles que le prêt de vélo également. Le deuxième grand axe de ce POA mobilité, c'est la conjugaison de la vie métropolitaine avec la vie de proximité. Et donc cet axe vise le développement de grandes infrastructures de transport routières à travers l'optimisation de l'utilisation de la rocade et la participation de la métropole à la mise à 2x3 voies de la rocade, ou de la mise en place également d'informations en temps réel sur la rocade, mais également évidemment la mise en place d'un réseau performant de transport en commun. Et donc là, c'est toutes les actions de la métropole en faveur de la mise en place d'un réseau performant de transport en commun, et notamment le développement du réseau de tramway qui s'est énormément étendu ces dernières années, et avec l'exemple de la mise en service récente de la ligne D par exemple.
Cet axe comporte également tout un axe de coopération avec les partenaires tels que le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilité qui vise à bien coordonner toutes les actions de transport entre les différentes institutions qui agissent dans ce domaine. Le troisième grand axe du POA Mobilité, c'est favoriser les changements de comportement et donc passer d'une pratique monomodale à une pratique multimodale pour encourager vraiment la diversification des modes de déplacement. Et donc, pour encourager la diversification des modes de déplacement, Bordeaux Métropole mène beaucoup d'actions de communication auprès du grand public ou auprès également des écoliers et des entreprises à travers la mise en place de plans d'écomobilité avec des entreprises, par exemple. Donc, beaucoup d'actions de communication, de sensibilisation et des actions également sur le stationnement en lien avec les villes pour encourager le report modal et donc favoriser ce changement de comportement. Et le quatrième grand axe du POA Mobilité vise à mettre le développement durable au centre du projet de mobilité, donc pour une performance économique, sociale et environnementale. Et on retrouve dans cet axe toutes les actions en faveur de la desserte des zones d'activité, des actions également en faveur de la mobilité de tous, et notamment des personnes à mobilité réduite, des actions pour limiter les nuisances dues au bruit, avec le plan de prévention du bruit, ou également des actions pour la mutation énergétique des transports, avec la mise en place d'énergie propre dans les transports en commun. Et donc, toutes ces actions, effectivement, comme pour le POA Habitat, à travers cette modification du PLU, nous visons à mettre à jour le POA Mobilité avec les actions qui ont pu émerger depuis la mise en place du POA Mobilité, en intégrant des actions en cours telles que la mise en place du réseau express régional métropolitain, le RER métropolitain. Et dans un second temps, on intégrera également les actualisations qui auront pu émerger à travers la révision en cours de la stratégie des mobilités, qui vise donc à actualiser les actions de mobilité au vu des enjeux actuels et qui devrait aboutir d'ici à la rentrée. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Madame Bellaguer, pour ces points complémentaires sur le POA Mobilité. Comme je le disais, on va prendre un temps de réponse à un certain nombre de questions qui sont posées actuellement sur la conversation. Avant cela, peut-être reprendre, enfin en tout cas laisser à nouveau la parole à Christine Volpiec, puis ensuite à Marine Loisel pour finir la présentation sur les documents constitutifs du PLU. Très bien, merci. Donc, effectivement, après ces documents qui traduisent ces grandes orientations, ces objectifs et ces principales actions, je vous disais, en volume, le gros du PLU, c'est une boîte à outils réglementaire qui permettent un certain nombre de choses, et notamment le règlement, il fixe les règles d'utilisation des sols sur le territoire. Et pour ça, il peut notamment définir en fonction des situations locales les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées, et il fait aussi celles qui sont interdites. Il peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leur dimensionnement, et surtout, il détermine des règles sur l'aménagement des abords et des espaces extérieurs. Il permet d'identifier, de localiser les éléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, et il permet de définir, le cas échéant, des prescriptions de nature à assurer la protection de tous ces espaces et de tous ces éléments. Le règlement permet de fixer également des emplacements réservés pour les voies, les ouvrages publics, un certain nombre d'équipements d'installation d'intérêt général qui contribuent à faire vivre la ville. Et parmi ces installations d'intérêt général, on compte tout ce qui a trait aux espaces verts notamment. Le règlement du PLU permet également, bien sûr ce sont des exemples qui ne sont pas exhaustifs, de délimiter des secteurs en lien avec ce que disait Hélène Trouvé-Robin tout à l'heure, des secteurs dans lesquels un pourcentage de la surface de l'opération peut ou doit être destiné à du logement locatif social ou à des logements en accession sociale, par exemple. Dans le PLU de Bordeaux Métropole, on trouve différents types de zonages. En premier lieu, ce que j'évoquais tout à l'heure, des zonages agricoles et naturels, dans lesquels il y a une limitation des constructions autorisées pour préserver la nature et la fonction de ces secteurs. Et
D'autre part, on a un certain nombre de zonages et de règlements urbains, commençant par la lettre U, les règles des zonages urbains ou à urbaniser. Et il y a à ce titre 3 grandes familles de zonages dans notre PLU. La grande majorité du territoire est couvert par ce qu'on appelle les zones UM, les zones multifonctionnelles, puisque par essence, la ville est multifonctionnelle, autant que faire se peut. Et dans ces zonages, on trouve notamment dans ces règlements des règles de hauteur et d'implantation qui sont adaptées aux différents contextes pour répondre à la ville, à la métropole éclectique telle que l'évoquait Mme Bosch tout à l'heure. Il y a ensuite des zonages particuliers, nous on appelle dans notre PLU des zones UP, qui sont des zones urbaines particulières, et elles sont particulières soit parce qu'elles sont l'objet de projets, ce sont des sites de projets qui nécessitent d'avoir un règlement adapté à ce projet, et qui ne se déclinent qu'à cet endroit, donc des règlements uniques, ou alors des zones qui sont particulières parce qu'elles ont une valeur, un intérêt patrimonial avéré. Alors, on a bien sûr les zonages, on pense dans ces cas-là aux zonages de la ville de Pierre, hein, qui sont un peu l'essence de notre ville, mais on a aussi dans ce secteur-là, dans ces zonages-là, des témoignages de différents types d'architecture du XXe siècle notamment. On a ensuite des zonages spécifiques qui sont les zones US, et ce sont les zones que j'évoquais tout à l'heure qui nous permettent de pouvoir maintenir et développer les activités et les équipements nécessaires aux emplois et aux services que la métropole se doit d'offrir. Et enfin, entre les zones naturelles et agricoles et les zones déjà urbanisées, on a quelques secteurs en zone AU, qui veut dire à urbaniser, qui sont en quelque sorte les réserves foncières pour le développement de la ville. Au-delà de ces grands zonages, comment est-ce qu'on rentre dans le PLU, puisque le PLU se décline à toutes les échelles, et en ce qui vous concerne pour la plupart d'entre vous, ce qui vous concerne, ce qui vous intéresse en premier lieu, c'est l'échelle de votre parcelle. Et donc, pour savoir ce qui vous concerne, ce qui regarde chacune des parcelles, il faut se tourner vers le plan de zonage. Et donc, vous avez à l'écran un exemple de plan de zonage, un extrait. C'est vrai que c'est complexe, hein, parce que le PLU, comme on l'évoque depuis le début de cette réunion, se doit de traiter tout un tas de choses et de combiner tout un tas de problématiques. Donc, sur ce plan, en premier lieu, ce que vous êtes amené à regarder pour voir ce qui concerne votre quartier, votre parcelle, votre îlot, c'est l'étiquette, c'est le zonage. Et donc, l'étiquette de zonage, vous voyez, donc, qui reprend les différents intitulés que j'évoquais tout à l'heure. Donc, là, on a sur cette carte des UM16, UM6, donc ça, ce sont les zonages urbains multifonctionnels. On trouve des zonages naturels, LE en l'occurrence. On trouve aussi des petits zonages US1 qui sont des zonages dédiés aux équipements. Et en fait, à chaque fois, l'intitulé renvoie à un petit livret ou un fichier PDF, si vous le regardez de manière dématérialisée, qui reprennent l'ensemble des règles écrites qui permettent de gérer les droits à construire sur ces parcelles-là. Ce règlement, il est construit en trois grandes parties. La première partie, le premier chapitre, c'est ce que je peux ou ne peux pas faire sur ce secteur et sous quelles conditions est-ce que je peux développer ce projet. La deuxième grande partie des règlements concerne tout ce qui a trait aux règles morphologiques, mais aussi à toutes les règles qui encadrent les abords et les aspects extérieurs. Et puis, la troisième partie, le troisième chapitre des règlements écrits concerne la manière dont on relie le projet au reste de la ville, avec ce qui concerne notamment les réseaux, donc les questions d'eau, d'assainissement, de voirie. Et on traite aussi dans cette partie notamment la question du numérique ou des déchets. Au-delà de ces règlements écrits, le plan de zonage contient aussi tout un tas d'autres informations que l'on peut décrypter avec quelques règles. Vous pouvez voir sur cet extrait, par exemple, qu'au-delà
au-delà des étiquettes qui renvoient au zonage, on peut repérer tout ce qui a trait aux éléments du patrimoine naturel ou paysager. Il y a par exemple des espaces boisés classés que l'on repère par une trame un peu spécifique avec un quadrillé et des petits cercles à l'intérieur. On repère aussi des arbres isolés qui sont repérés sur le plan par une étoile et un petit point vert avec un numéro qui renvoie à un atlas, et dans l'atlas, vous avez l'essence de l'arbre. Vous pouvez aussi trouver, il n'y a pas sur cet extrait, mais dans ce cadre-là, des plantations à réaliser, ou encore, comme ce qui est repéré avec l'étiquette P3393, donc des périmètres de préservation paysagère, de protection de cœur d'îlot, là, par exemple, avec à chaque fois, on renvoie une fiche qui précise, au-delà des règles et que vous trouverez dans le règlement écrit, des prescriptions spécifiques à ce site qui permettent de mieux prendre en compte le contexte et de préserver ce qui a lieu d'être. On peut aussi trouver sur le plan de zonage la référence aux linéaires commerciaux. C'est, vous voyez, le petit périmètre repéré en rose avec l'étiquette, par exemple, là, LC65, qui renvoie aussi à un autre document qui est un atlas. Cet atlas, il est fait commune par commune. Et à chaque fois, vous pourrez trouver les adresses exactes des linéaires commerciaux protégés et la vocation de ces espaces, à savoir est-ce que ce sont des linéaires ou des pieds d'immeubles, des séquences urbaines qui sont réservées à du commerce de proximité et de l'artisanat, ou est-ce que ce sont des linéaires réservés à une activité un peu plus large qui permettent néanmoins d'avoir des rez-de-chaussée et des séquences urbaines actives. On trouve enfin sur ce plan de zonage la référence aux différents outils en matière de production de logements et de logements sociaux. Vous avez par exemple des petites parcelles qui sont, vous voyez, des secteurs des périmètres assurés, qui sont ce qu'on appelle les servitudes de mixité sociale. Sur les hachures, il y a un numéro qui renvoie là encore à une liste établie commune par commune, et dans cette liste, on trouve des précisions sur les obligations de programmation et la répartition et le pourcentage que l'on doit faire en matière de logement locatif social ou d'accession sociale. Donc voilà quelques clés de lecture pour comprendre ce PLU qui est complexe. Vous avez plus d'éléments sur le mode d'emploi qui est accessible sur le site Internet et que vous trouvez aussi dans le dossier de participation que l'on a mis sur le site de la participation à l'occasion de cette procédure de modification. Après ces clés de lecture, c'est donc Marie Noiselle qui va vous donner quelques éléments supplémentaires sur la procédure qui nous anime aujourd'hui. Donc, bonsoir à tous. Il me revient de dire quelques mots donc, sur la procédure de modification du PLU. Donc, je voudrais rappeler avant tout qu'elle est encadrée donc, par le Code de l'urbanisme. La modification donc, du PLU permet d'ajuster le document, mais elle ne modifie pas le projet de territoire. C'est très important. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, donc elle est composée de différentes grandes étapes. Et chaque étape est relativement longue, donc comme l'a précisé tout à l'heure M. Blanc. Donc il faut ainsi compter environ 18 mois pour la réalisation de la procédure de modification. Donc je vais m'attarder un petit peu plus sur les grandes étapes qui vous intéressent particulièrement, donc celles qui concernent la participation du public. Donc la première phase, c'est la concertation préalable avec le public. Donc c'est la phase actuelle. Elle a été ouverte du 26 avril jusqu'au 14 juin. C'est une concertation sur les grandes orientations du projet de modification, et c'est une nouveauté qui a été introduite par la loi ASAP, qui est la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, qui date du 7 décembre dernier, du 7 décembre 2020. Cette concertation donnera lieu à un bilan de la concertation qui sera voté en conseil de la métropole. Et le bilan de la concertation expliquera notamment quels enseignements de la concertation nous avons pu prendre en compte dans notre travail technique et donc pour enrichir et faire évoluer le projet de modification. Vous pourrez à nouveau vous exprimer lors de la phase de l'enquête publique. Et à ce moment-là, vous pourrez vous exprimer sur des
sur les évolutions précises qui sont contenues dans le dossier de modification. Donc, que peut-on faire en procédure de modification? Donc, dans le respect des orientations du PADD, on peut donc majorer ou diminuer les possibilités de construction d'une zone. On peut réduire une zone urbaine ou à urbaniser. On peut ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser de moins de 9 ans et on peut protéger des espaces. Donc, par contre, en procédure de modification, on ne peut pas changer les orientations du projet. Donc, les orientations du PADD, les orientations que Christine vous a présentées un peu plus tôt. On ne peut pas utiliser, donc en procédure de modification, on ne peut pas réduire un espace boisé classé, pardon. On ne peut pas réduire une zone agricole. On ne peut pas réduire une zone naturelle ou forestière. On ne peut pas réduire une protection liée au paysage ou à un risque, par exemple. Et on ne peut pas non plus utiliser en procédure de modification, on ne peut pas, dans le cas d'une évolution de nature qui induirait de graves risques ou de nuisances. Et pourquoi modifier le PLU 3.1? Le PLU est un document évolutif, comme on l'a exprimé. Depuis sa révision en décembre 2016, le PLU a fait l'objet de plusieurs évolutions. Et aujourd'hui, une procédure de modification est nécessaire, notamment pour renforcer les outils réglementaires, toujours dans le respect des objectifs du PADD, en vue de faciliter l'adaptation au changement climatique, en vue de faciliter l'accompagnement des transitions écologiques et énergétiques, et en veillant, bien entendu, à maintenir une offre de logement adaptée aux besoins du territoire et accessible à tous. Je vais laisser un... Merci beaucoup pour ces précisions, Marine Loisel. On a donc achevé ce premier temps de présentation et de définition qui, pour certains, rappelle à des éléments un peu familiers et qui, pour d'autres, étaient nécessaires pour mieux comprendre le fond du projet qui nous anime. Vous avez donc été un certain nombre à vous exprimer dans la conversation qui vous était proposée. On va donc essayer, dans un premier temps, d'en prendre quelques-unes. Alors, plusieurs éléments d'information préalables pour que certains déjà trouvent une suite à leur contribution. Donc, toutes les contributions que vous faites, on vous l'a indiqué, seront intégrées au bilan de la concertation et donc figureront dans les enseignements et les contributions prises en compte. Au-delà de cet aspect, il y a un certain nombre de points qui relèvent de la seconde partie de la présentation de ce soir. Donc, sont bien consignés et je ne les indiquerai pas parce qu'il faut leur donner le temps aussi de prendre en compte les présentations qui seront faites sur les différentes thématiques. Néanmoins, on a un certain nombre de questions qui permettent d'éclairer peut-être et donc je vais interpeller à la fois Christine Volpillac, peut-être Madame Noël à distance si vous souhaitez compléter. Donc, il y a des sujets qui relèvent du PLU, de ce qu'il peut, ne peut pas faire, donc en complément des précisions que vous avez apportées tout à l'heure, et qui sont fortement liés à la question de la mobilité. On a eu l'intervention de votre collègue Sophie Bélagarde, que j'interpellerai également, puisqu'on a des questions spécifiques sur la mobilité. Le PLU, en quoi est-il un outil de régulation sur la question du stationnement? Beaucoup de personnes s'expriment sur à la fois le trop ou l'absence de stationnement suffisant. Alors, tout est une affaire de point de vue aussi, et c'est tout l'intérêt de la concertation. Mais comment le PLU intervient sur le sujet du stationnement? Quelles sont ses limites éventuelles? Comment peut-il favoriser ou au contraire limiter le stationnement? Alors, je ne sais pas si Sophie veut commencer sur les objectifs du stationnement. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, ce que je compléterai après, c'est comment est-ce qu'on utilise le stationnement comme un levier réglementaire au service de la mobilité. Sophie, je ne sais pas si tu veux commencer à donner des précisions. Oui, donc effectivement, le PLU comporte en fait
des règles en matière de stationnement en fonction du zonage du territoire où on se trouve et du type de construction dont il s'agit, donc logement, commerce, équipement. Donc, ce qui permet effectivement d'adapter les réponses en matière de stationnement automobile et vélo aux besoins qui ont été évalués en fonction des territoires et des types de construction. Donc, peut-être pour être plus précise, vous trouverez dans chaque secteur du PLU, donc dans chaque règlement, en fait, sur le plan de zonage, comme je vous ai indiqué tout à l'heure sur l'étiquette, à la fin, il y a un numéro qui consiste à un secteur du stationnement. Ces secteurs, ils ont été identifiés en fonction d'un certain nombre de paramètres différents qui sont le parcellaire, la taille des ménages, le taux de motorisation des ménages, la proximité ou pas d'un service de transport en commun performant, l'offre en transport, le type d'équipement desservi, toute une sorte d'aménité. Et du coup, ça a conduit à déterminer 5 secteurs différents à l'échelle de la métropole. Et en fonction de ces secteurs, il y a des règles associées qui, effectivement, permettent de tenir compte des besoins tout en incitant au report modal, qui sont un des objectifs affichés dans notre PADD et renforcés dans notre POA. Et donc, ces règles, elles sont déterminées en fonction de la taille des opérations et elles encadrent les besoins. La spécificité de notre PLU, peut-être par rapport à d'autres, si vous avez pu en consulter d'autres, c'est aussi qu'on a une réglementation, au-delà de cette réglementation du stationnement pour les voitures, les particuliers, on a maintenant des réglementations spécifiques sur le stationnement vélo, justement, qui sont à la fois des règles quantitatives et qualitatives pour favoriser l'usage du vélo, avec donc des règles quantitatives en fonction aussi de la surface de plancher développée dans les opérations d'aménagement, dans les opérations immobilières, mais aussi des règles qualitatives qui visent à une meilleure accessibilité et un meilleur usage de ces stationnements en privilégiant l'autonomie, les systèmes d'accroche, l'accessibilité en rez-de-chaussée, etc. Voilà. Donc, il y a vraiment les deux volets dans nos règlements. On essaye d'encadrer, de limiter la place de la voiture et au contraire de faciliter, de développer l'usage du vélo et ceci adapté bien sûr aux réalités de la ville et on n'a pas les mêmes règles en extra-rocade qu'au centre de Bordeaux. Alors, je rebondis sur votre phrase, Christine Volpilla, concernant ces différents secteurs, ces différentes règles. De nombreuses questions se posent sur comment le PLU, est-ce qu'il intervient en fait sur les proximités avec des voies de train notamment? Est-ce qu'il y a un lien entre la quantité de stationnement prévu et la proximité avec des voies de tram, puisque certains, et je me fais le relais de commentaires qui sont donnés, disent à la fois ça n'est pas parce qu'on habite à côté d'un tram que nous n'avons pas de voiture. Et pour autant, les axes qui sont autour de ces quartiers sont décrits comme fortement saturés. Oui, alors effectivement, en fait, il faut savoir que le PLU réglemente le stationnement sur le domaine privé et que en fait, la politique en matière de stationnement, elle intervient à la fois sur le domaine privé, mais aussi sur le stationnement, sur le domaine public, le stationnement public. Et donc ça, c'est pas traité dans le règlement PLU en tant que tel, mais ça découle d'un certain nombre d'actions du POA. Donc effectivement, il y a des règles particulières quand on est à proximité d'un tram, d'une station de tram. Alors, il y a différents types de choses. On a ce qu'on appelle, donc il y a la sectorisation que j'ai évoquée tout à l'heure. Il y a aussi à l'intérieur de ces secteurs, quand on est à moins de 500 mètres d'une station de tram, il y a ce qu'on appelle, ou d'une gare, les périmètres de modération qui permettent de limiter, qui ont un impact sur le stationnement des activités, puisque dans ces cas-là, il y a un plafond à ne pas dépasser quand on développe des opérations immobilières pour de l'activité. Alors, ce qui est encadré, c'est notamment tout ce qui concerne les bureaux, les services et les commerces, où là, on a un plafond à ne pas dépasser. Et puis, alors, notre périmètre de modération maintient toujours des règles pour l'habitat. Hein. En revanche, il y a une loi, donc ça, on est obligé de se conformer à la loi, qui réglemente toujours sur ces périmètres de 500 mètres, une loi qui réglemente le stationnement pour l'habitat. Donc, effectivement,
le PLU, je vous ai dit tout à l'heure, le PLU, il y a une hiérarchie des normes. Hein, donc, au plus fort de cette norme, il y a ce que l'on trouve dans le code de l'urbanisme et dans différents codes. Et donc, on se doit de respecter dans notre réglementation ces prescriptions en matière de stationnement. Donc, effectivement, quand on est à proximité d'une station de tram ou d'une gare, il y a des plafonds à ne pas dépasser en matière de stationnement. Merci pour ces précisions. Alors, j'ai des questions que je vais poser peut-être un petit peu rapidement pour qu'on puisse en prendre d'autres et qu'il y avait peut-être des réponses courtes sur ce que le PLU inclut ou n'inclut pas. Typiquement, les questions, est-ce que le PLU concerne également les espaces culturels, sociaux, sportifs et scolaires? Une question à double entrée, enfin plusieurs entrées. Je ne sais pas si la réponse est aussi condensée possible. Peut-être la question, c'est dans quelle mesure le PLU s'implique sur la question des infrastructures culturelles, sociales, scolaires? Alors, il y a, en fait, dans le PLU, on peut trouver ce qu'on appelle des emplacements réservés. Donc, il y a un espèce de réseau de maillage sur le territoire, d'emplacements de parcelles qui sont réservées à la préservation, le maintien, le développement de tous ces équipements dont on a besoin pour la ville, c'est ce qu'on appelle des équipements publics. Ces équipements publics, ça peut être ce qu'on appelle genre des équipements servants. Donc, on trouve, par exemple, des stations d'épuration, des stations d'assainissement, des centrales électriques, les lieux de collecte de déchets, mais aussi des équipements culturels, des équipements sportifs, des équipements d'enseignement, et que ce soit des équipements publics ou privés, mais d'intérêt collectif. Très bien. Et autre question aussi sur ce que peut le PLU ou ne peut pas faire le PLU. Est-ce que le PLU peut être plus incitatif ou ne serait-ce que contraignant déjà sur les règles en matière de construction de logements locatifs et sociaux? Est-ce qu'on peut demander plus que ce que la loi demande au travers du PLU? Et quand on est sur des communes qui sont très éloignées des critères attendus, les mettre sous contrainte? Quelle est la force du PLU en matière de logements locatifs et sociaux, collectifs et sociaux, pardon? Alors là, il y a deux choses dans la question. Donc, sur la question des obligations et du respect, parce que je pense que c'est ça qui est visé, le respect de l'article 55 de la loi SRU, donc en matière de production de logements sociaux et l'atteinte des 25% de logements sociaux à l'horizon 2025. Peut-être que Hélène Trouvé-Robin pourra répondre sur cette question précise. Par contre, effectivement, le PLU, dans le document, et c'est aussi l'intérêt d'avoir un document 3 en 1, c'est que dans nos outils réglementaires, on s'efforce d'être cohérent avec les objectifs qui sont affichés dans le POA Habitat. Et il y a des objectifs qui sont déclinés sur le territoire avec des règles qui s'adaptent au contexte et à l'offre de logements déjà existantes sur les différentes communes. J'évoquais en début de séance sur l'orientation du PADD qui concerne plus particulièrement l'habitat, les différents types d'outils que sont les secteurs de diversité sociale, les services de mixité sociale, les secteurs de taille de logement. Ces outils, ils ne sont pas uniformes, ils sont vraiment contextualisés avec des proportions et des prescriptions qui tiennent compte des objectifs et des obligations de chacune des communes. Hélène peut compléter sur la manière dont ces obligations sont mises en œuvre et contrôlées. Oui, donc pour contraindre effectivement et activer la construction des logements sociaux, on a plusieurs outils. Donc les premiers sont effectivement les outils de planification dont vient de parler Christine Volpigat, donc qui visent à flécher sur des territoires identifiés les terrains sur lesquels on souhaiterait pouvoir produire du logement social et à imposer cette production une part de logement social dans les opérations qui peuvent être réalisées. Ça, c'est les outils de planification. Ensuite, effectivement, on a également des outils de programmation et de financement du logement social que l'on travaille avec chaque maire et chaque bailleur social de façon à pouvoir prévoir les opérations en logement social
Et effectivement, pour accélérer cette production en logement social et rééquilibrer le territoire de Bordeaux Métropole, eh bien, on s'appuie sur la loi Solidarité et Renouvellement Urbain qui impose à chaque commune de développer son parc social de façon à atteindre 25% de logements sociaux à l'horizon 2025. Donc, on travaille avec chaque bailleur et donc chaque maire pour pouvoir programmer et financer ces logements sociaux. Et en termes de contraintes, eh bien, la loi prévoit des sanctions financières pour les communes qui n'atteignent pas ce taux de logement social, de 25% de logement social sur la commune. Merci beaucoup pour ces précisions. Une toute dernière question, plutôt à vous, Marine, par rapport à la présentation que vous nous avez faite sur la procédure de modification. Une question assez simple, c'est dans quelle mesure cette modification peut annuler ou modifier les décisions prises? Est-ce que si des éléments qui sont modifiés dans le PLU peuvent infléchir des décisions prises préalablement sur des aménagements? Alors, ces questions-là viendront on va l'intégrer dans notre travail technique, donc dans le travail de co-construction aussi avec les communes. Donc, quand nous allons faire la synthèse des différentes contributions, nous allons voir peut-être les idées auxquelles nous n'aurions pas pensé, ou alors voir comment enrichir les différentes questions et les différents sujets auxquels nous avons travaillé. D'accord, très bien. J'ai parfaitement conscience que nous ne sommes pas arrivés au terme de toutes les questions posées. Je ne parle même pas des contributions qui, elles, seront reportées directement dans le compte-rendu. Néanmoins, il est important qu'on puisse aller au terme de la présentation qui était prévue, d'autant plus que la seconde partie est très illustrée et va vous permettre de bien identifier tous les sujets sur lesquels vous pouvez apporter des contributions au fil de cette concertation. Donc, prenons le temps de cette seconde présentation et si nous le pouvons, puisque je vois l'heure qui avance très, très vite, nous prendrons quelques questions supplémentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à les poser, même si nous n'avons pas le temps ce soir d'y répondre. Vous trouverez des réponses à l'ensemble de vos questions dans le cadre du compte-rendu. Christine Lempillac, pour poursuivre cette fois-ci plus spécifiquement sur une thématique à enjeu pour le PLU et soumise à modification, on vous écoute. Alors, effectivement, comme l'a évoqué tout à l'heure Bernard Dublanc et puis Marine l'a précisé, l'évolution du PLU, elle se fait en plusieurs temps et à chaque fois, il y a des procédures distinctes. Là, dans le cadre de la procédure de modification, il ne s'agit pas de remettre à plat l'ensemble du projet, mais d'essayer de profiter de cette procédure pour améliorer et renforcer les choses, pour mieux adapter notre projet au contexte de changement climatique. Et pour ça, il nous est apparu qu'il y avait deux grands sujets qui viennent se compléter, qui est tout ce qui concerne la préservation et le renforcement de la nature en ville, et puis dans un même temps, en parallèle, comment mieux construire et vivre la ville. Et tout ceci dans le contexte de changement climatique. Donc, le premier sujet qui concerne la nature, ce qu'on peut appeler la nature. En fait, il faut savoir que le PLU 3.1, qui est approuvé donc, depuis décembre 2016, la manière dont on l'a construit, co-construit, on s'est appuyé sur l'armature naturelle du territoire. Et donc, c'est bien à travers, et notamment les grandes trames vertes et bleues, du territoire. C'est à partir de cette armature, de cette ossature-là, qu'on a essayé d'organiser le développement de la ville. Et donc, on a du coup préservé, repéré, sanctuarisé plus de la moitié du territoire, donc 51% des espaces sont en zone naturelle et agricole. On a aussi renforcé ces trames, affiché ces trames avec les continuités écologiques des protections paysagères qui donc viennent du coup renforcer ce squelette naturel qui fait notre métropole. Donc on trouve actuellement, bien sûr, l'idée c'est de pouvoir aller plus loin, de renforcer ces protections paysagères. On en a identifié jusqu'à présent plus de 13 000 hectares. On peut aller plus loin, c'est aussi l'objectif recherché dans le cadre de cette modification.
Il y a, j'évoquais tout à l'heure, les espaces boisés classés qui existent sur le territoire. Il y en a près de 5000 hectares et près d'un millier d'arbres remarquables déjà repérés. Mais au-delà, en fait, de cette armature qui est déjà ce cadre qui est déjà posé depuis 2016, l'idée aussi, à travers cette modification, c'est de pouvoir aller plus loin dans la dentelle, dans les petits détails, et plus de travailler sur la nature en ville. Et la nature en ville, ça peut se traduire de différentes manières. Ça peut être la préservation des arbres et de la végétation existante, le maintien d'un maximum d'espace en pleine terre. Il y a déjà des obligations dans le PLU, dans chacun des zonages urbains ou urbanisés. Il y a des minimums imposés en termes d'espace de pleine terre. L'idée, c'est de pouvoir aller plus loin le cas échéant, voire de compenser cette végétation par l'imposition, le renforcement d'un coefficient de végétalisation qui existe déjà sur certains secteurs, mais qu'on pourrait éventuellement développer de manière plus large. C'est de préserver la végétation dans les jardins, c'est de mettre en avant la présence de l'eau, mais dans les petits espaces. Vous voyez les illustrations à l'écran, c'est bien de travailler sur l'ensemble de ces petits espaces, de ces petits éléments qui font en fait toute la richesse, qui contribuent à renforcer l'armature jusque dans ces petits détails. Et donc, les objectifs de la modification sur cette thématique de préservation et de renforcement de la nature en ville, c'est à la fois conforter la préservation des espaces naturels et agricoles. Ça permet aussi l'objectif de renforcer et de protéger la biodiversité, d'accentuer la présence de la nature en ville pour favoriser les îlots de fraîcheur, par exemple. L'idée aussi est de pouvoir gérer de façon économe et responsable l'eau sous toutes ses formes, de continuer sur ce volet-là, et puis peut-être de prendre encore plus en compte les risques qui sont notamment liés au changement climatique ou qui évoluent en fonction du changement climatique. Il y a déjà la prise en compte des risques d'inondation, éboulement ou autres, mais l'idée c'est de pouvoir aller éventuellement plus loin dans le cadre de cette modification. Et tout ça en s'appuyant sur des outils qui existent déjà, mais que l'on peut continuer à développer avec, par exemple, le changement d'un zonage vers un zonage plus naturel ou agricole, l'inscription de protections paysagères, soit de nouvelles protections, soit d'étendre des protections qui existent, de renforcer les prescriptions à l'intérieur de prescriptions qui existent déjà. C'est un travail qu'on peut faire et qu'on peut faire aussi avec vous en fonction de la connaissance que vous avez de vos quartiers, de votre jardin, de la ville que vous croisez, que vous côtoyez, dans laquelle vous vivez tous les jours. On peut aussi travailler, renforcer, et c'est ce qu'on s'attachera à faire à l'occasion de cette modification. On actualisera toutes les données dont nous avons nouvellement connaissance sur, par exemple, le risque inondation en lien avec l'évolution du plan de prévention des risques inondations, la nouvelle connaissance des zones humides que l'on a sur le territoire. Donc, on profitera de cette modification pour les identifier et pouvoir les inscrire dans notre PLU. Et le deuxième volet, qui n'est pas antinomique, mais qui est bien complémentaire, puisque en fait, c'est à l'intérieur de cette trame, elle permet de conforter et peut-être de mieux vivre la ville à l'intérieur de cette armature naturelle. L'idée, la deuxième grande thématique de notre modification, c'est comment construire et vivre la ville en permettant à chacun de mieux s'y loger et de continuer à être une métropole accueillante, tout en préservant la qualité de vie des habitants qui y sont déjà. Et donc, dans cette thématique-là, pourquoi et comment construire la ville sur elle-même? Alors, bien sûr, en premier lieu, c'est pour éviter l'étalement urbain et une trop forte consommation de l'espace, puisque je vous ai dit que dans le PLU, on a vocation à lutter contre l'étalement urbain, mais aussi développer la ville sur elle-même, ça permet un accès rapide aux équipements, aux services, à l'emploi, à la nature. Développer la ville et construire la ville sur elle-même en se rapprochant les uns des autres, ça permet aussi de limiter les déplacements. Et puis, dans cette thématique-là, il y a toute la partie pour une meilleure adaptation de la ville au changement climatique, c'est comment déjà infléchir les choses pour construire autrement, pour avoir des modalités de construction, des modalités de faire qui soient plus respectueuses de l'environnement au sens large. Il y a aussi dans cet objectif
l'objectif, bien sûr, de donner la possibilité au plus grand nombre de se loger et de se loger en fonction de leurs besoins, de au plus près des équipements, des services, des lieux d'emploi, tout en respectant la diversité des ambiances urbaines. Et pour ça, les outils que l'on peut contribuer à actualiser ou à améliorer, c'est toutes les prescriptions que l'on peut trouver dans les différentes zones multifonctionnelles, mais aussi les prescriptions relatives à la morphologie urbaine, aux protections paysagères que j'évoquais tout à l'heure. On va profiter de cette modification pour actualiser certains sites de projet, voire infléchir un peu les modes de faire au sein de ces sites de projet. Et on peut aussi continuer à conforter la création d'espaces plantés, d'espaces à planter, les obligations en matière d'espaces de pleine terre, en matière de mobilité douce dans les zones d'activité. On sait qu'on a un gros travail à faire sur reconstruire ou construire la ville, revaloriser les zones d'activité. Et puis enfin, tous les outils, continuer à actualiser, améliorer, redévelopper tous les outils au service de la production de logements et particulièrement de logements sociaux. Un autre objectif peut-être est celui qui concerne tout ce qui est énergétique, donc les énergies renouvelables, les mobilités actives, la valorisation des déchets. Et là, on peut peut-être plutôt travailler sur les règles qui existent déjà mais qu'on pourrait renforcer, sur une meilleure prise en compte de l'amélioration des performances thermiques des bâtiments. C'est-à-dire que le PLU permet déjà, par exemple, de s'implanter un peu différemment si on améliore, si on fait de l'isolation par l'extérieur, si on ne compte pas dans les règles de hauteur tous les dispositifs de production d'énergie ou de récupération d'eau. Donc voilà. Mais il y a déjà des choses qui sont incitatives dans le PLU. L'idée, c'est peut-être de pouvoir développer tous ces outils, tous ces axes à travers cette modification. La création de nouveaux emplacements réservés, des types de services de localisation dédiés au cheminement doux, aux pistes cyclables, mais aussi, pourquoi pas, à des sites de compostage, etc. Enfin, construire la ville sur elle-même, c'est aussi construire des bâtiments plus respectueux de l'environnement, améliorer le parc existant et puis continuer à préserver et développer le végétal dans la ville avec encore des règles incitatives sur les épaisseurs de terre et les dispositifs nécessaires à la réalisation des toitures végétalisées, comment encore plus inciter ou obliger à faire des protections solaires, quel type de dispositif nécessaire à la récupération d'eau de pluie on peut encore prescrire ou inciter à faire dans les différentes opérations et d'une manière plus globale, quelles sont les règles qu'on peut continuer à développer pour lutter contre les îlots de chaleur urbains ou, si on veut le voir de manière positive, créer de plus en plus d'îlots de fraîcheur en ville. Voilà en fait, sur ces deux grands axes, on va dire, les outils que l'on souhaite pouvoir renforcer dans le cadre de cette procédure de modification, qui n'est certes qu'une procédure qui permet des ajustements, des actualisations, mais toute goutte d'eau étant importante, voilà ce que l'on souhaiterait faire dans le cadre de cette procédure. Merci beaucoup pour cette deuxième partie. Donc, vous l'avez vu, deux thématiques qui sont une clé de voûte de cette 11e modification du PLU. On espère que tout cela a pu vous illustrer davantage la façon dont il est possible de faire cette modification, les thèmes que cela touche, et plus spécifiquement, comment vous pouvez aussi, vous, tout au long de la concertation et jusqu'à l'enquête publique, contribuer à ce projet de modification. Donc, les questions ne se sont pas cumulées sous la forme de questions. On a surtout eu beaucoup de contributions, de remarques sur lesquelles je voudrais simplement peut-être faire une micro-synthèse de celles qui reviennent le plus souvent et qui finalement posent le débat, et on voit bien toute la richesse de la concertation qui peut se conduire, à la fois sur la question de la densité et de l'étalement urbain, avec ce vrai choix de voir où et jusqu'où surtout on veut préserver une ville avec des quartiers pavillonnaires et jusqu'à quel point on est capable d'entendre la densification pour permettre de garantir des espaces justement de nature. Donc il y a quand même un vrai sujet autour de cette adéquation.
Il y a beaucoup de remarques aussi qui relèvent de l'articulation entre activité, habitation et aussi tranquillité, la nécessité de rapprocher les lieux de travail des lieux d'habitation, bien sûr. Beaucoup de remarques qui aussi relèvent de points très spécifiques et de quartiers, alors non pas uniquement de Bordeaux, mais à l'échelle de la métropole, et qui seront des points qui, me semble-t-il, seront à la fois intégrés à la concertation, mais surtout jusqu'à l'enquête publique, où ça sera plus précis et on ira sur un niveau plus micro-local et qui vous permettra d'avoir des précisions. Quelques questions également sur ce que le PLU... jusqu'à quel point le PLU peut contraindre sur ces aspects et comment les arbitrages sont conduits finalement, puisque si le débat se fait autour de ces aspects, de ces visions de l'urbanisme, de la façon de construire la ville demain, la question qui se pose derrière, c'est comment on arrive à alors faire l'échange, la concertation le fait, mais l'étape d'après et sur les choix qui seront réalisés. Aujourd'hui, les orientations fondatrices du PLU, quelles sont-elles? Alors, sur le volet arbitrage, il faut dire le PLU, c'est un document, donc certes réglementaire, mais qui porte un projet politique. Et donc, les arbitrages, ils sont faits par les élus. Effectivement, le PLU, il a un cadre réglementaire, mais il doit porter un projet. Donc, ça, peut-être que si Marie-Claude Noël ou d'autres élus sont encore présents, ils pourront répondre sur ce sujet. Sinon, d'un point de vue, donc nous, on est là pour les accompagner, guider, prendre en compte toute la matière qui émane. Alors, il y a ce travail de concertation avec la population. Et donc, Marie nous expliquera après ce qui reste, ce que vous pouvez encore, comment est-ce que vous pouvez contribuer à venir enrichir ce projet. Et puis, en parallèle, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on travaille avec les communes, différents partenaires, des opérateurs, différentes associations qui ont des projets et qui donc permettent d'alimenter notre réflexion et nos documents. Effectivement, on a des règles on appelle ça des règles dans le PLU, mais il y en a qui sont des règles incitatives. Est-ce qu'on va aller vers certaines règles plus prescriptives, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on va passer de l'incitation à l'obligation, sur quel type de sujet, où est-ce qu'on va mettre le curseur? Tout ça, c'est des choses qu'on va discuter avec l'ensemble de nos élus, et c'est ça en fait qui va faire l'objet du projet, qui sera d'abord soumis à l'autorité environnementale. On va faire une évaluation environnementale de ce que l'on va proposer dans le cadre de notre modification. Et ensuite, ce projet-là sera à nouveau soumis à l'aval des citoyens par le biais de l'enquête publique qu'évoquait Marine tout à l'heure. Donc, des temps d'échange sur le sujet et de débat, il y en aura d'autres. Et la modification, on l'a dit en introduction, est en préalable à une révision, donc à une modification plus structurante qui, elle, permettra aussi de travailler ces orientations. Tout à fait, sachant que la révision, pour finir, c'est ce qu'a expliqué un peu Bernard Leblanc en début de séance. En fait, on ne repart pas d'une feuille blanche, mais on va d'abord devoir faire l'évaluation du PLU actuel, de notre projet, donc du PLU le projet qui est porté par le PLU 3.1, l'évaluation des outils qui ont été mis en œuvre pour savoir s'ils ont permis effectivement de répondre ou pas aux objectifs poursuivis, mais aussi quels sont les nouveaux objectifs, quelles sont les inflexions à prendre, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et qu'est-ce qu'il faut qu'on change dans ce projet. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui sera un travail de plus longue haleine, mais que l'on va entreprendre, que cette concertation-là, cette procédure-là va déjà commencer à nourrir. Et dernier point, et ça a fait l'objet d'un très grand nombre de contributions, où il est vraiment attendu de maintenir une implication forte sur la protection de l'existant, qu'il s'agisse des quartiers, qu'il s'agisse de la nature existante en ville. Et ça, on a eu beaucoup de contributions dans ce sens. Pour en terminer avec les éléments qu'on voulait vous présenter ce soir, et on répondra, je pense, aussi à certaines questions qui ont été posées par cette dernière intervention, relative à la place du citoyen. Alors, du coup, j'en profite pour les livrer à Marine Loisel avant qu'elle commence sa présentation, comme ça elle pourra compléter certainement. Comment on peut rendre, au-delà de la concertation ce soir, le PLU, la place du citoyen dans les différentes opérations qui sont menées? Comment le PLU, est-ce que le PLU peut influer là-dessus? Est-ce que le PLU, sur le sujet de la concertation riverain,
il a une action possible. Est-ce que c'est un élément sur lequel il intervient, ce qui peut être contraignant sur l'association systématique, par exemple, des riverains à un projet? Je réponds d'abord à la question et du coup après vous pouvez rebondir sur les modalités de concertation, mais on est vraiment sur l'échange avec les riverains. Si c'est une question… Nous, dans le cadre de nos procédures, effectivement, c'est souvent des concertations réglementaires, donc encadrées par le Code de l'urbanisme ou le Code de l'environnement. Mais sinon, effectivement, dans les projets d'aménagement, il y a aussi des concertations à l'initiative, et notamment des élus, donc des maires. Et effectivement, dans chaque projet, il y a généralement des concertations qui ne sont pas encadrées où les citoyens peuvent donner leur avis et intervenir sur le projet. Et généralement, bien entendu, on prend en compte l'avis des citoyens parce qu'ils ont aussi une expertise d'usage, donc ils connaissent leur territoire et leur quotidien. Voilà, donc on s'appuie généralement sur l'expertise d'usage. Et nous également, dans le PLU, on le fait par le biais, lorsqu'il y a une procédure d'évolution du PLU. Et maintenant, avec la loi ZAP, ce sera le cas pour toutes les procédures d'évolution du PLU. Donc, nous allons concerter, comme nous le faisions généralement régulièrement, mais encore plus. La question était aussi un tout petit peu fléchée, me semble-t-il. D'ailleurs, ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude sur des projets plus privés. Dans quelle mesure on peut contraindre aussi des projets à l'initiative d'opérateurs privés à associer les riverains aux différents projets. C'était aussi dans ce sens-là que la question était posée. Là, Christine, si tu veux... En fait, après, il y a au-delà de tous les dispositifs réglementaires qui existent en termes de concertation et de participation citoyenne, on se rend compte qu'il y a quand même les communes, les élus municipaux associent de plus en plus souvent leurs habitants en incitant à des présentations publiques, à des réunions de concertation entre les porteurs de projets et les riverains. Donc, c'est quelque chose, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et puis, au-delà des opérations immobilières, parce qu'en fait, c'est un peu ça ce que j'entends qui est sous-tendu dans la question, au-delà de la concertation sur ces opérations-là, de manière générale, on voit que les communes, elles aussi de manière de plus en plus régulière et permanente sous différentes formes leurs habitants, parce qu'effectivement, comme le disait Marine, ce sont les habitants, mais au-delà des habitants, les usagers de la ville, que ce soit les gens qui viennent y travailler, y consommer, s'y cultiver, qui font que cette ville continue à être à la fois accueillante, agréable à vivre, et qui contient toutes les aménités qu'une ville se doit de développer et de proposer à ses usagers. Donc, le PLU, au-delà du document d'urbanisme, le PLU ne peut pas imposer de la concertation, de la participation, mais c'est quelque chose qu'on sent se développer de plus en plus sur notre territoire, et je pense plus globalement dans la manière de fonctionner et de faire la vie. Et pour ce qui nous concerne en termes de concertation et pour aller au-delà de cette réunion de lancement, Marine, on vous écoute. Oui, donc aujourd'hui, on a essayé de vous donner des clés de lecture et de compréhension donc du PLU 3.20 et des objectifs de la 11e modification. Donc maintenant, on vous propose de poursuivre la démarche, notamment par la mise en place de 2 sessions d'ateliers participatifs. Donc, pour approfondir le projet et travailler sur des propositions concrètes avec vous. Donc, ces 2 sessions d'ateliers auront lieu donc, le mercredi 19 mai ou le mardi 1er juin, de 18h30 à 20h30. Donc, ce sera vraiment 2 sessions, ce seront les mêmes sessions. On vous propose 2 dates, voilà, si jamais vous n'étiez pas disponible à une date précise. On abordera bien entendu les 2 thématiques que Christine a abordées tout à l'heure, vous a présentées, donc préserver et renforcer la ville nature et comment construire et vivre la ville. Donc si vous ne êtes pas, normalement vous vous êtes inscrit via
le lien sur le site internet de la participation lors de l'inscription à la réunion publique, mais nous laissons ouverts les inscriptions, donc vous pouvez toujours aller vous inscrire aux ateliers si vous le souhaitez encore. Si vous souhaitez continuer à vous informer et participer d'une autre manière, vous pouvez le faire en allant, par exemple, en allant consulter le dossier de concertation et le fascicule pédagogique. Vous pouvez également continuer à contribuer via les registres papier et numérique et en remplissant toujours le questionnaire thématique qui est disponible donc numériquement et de manière numérique et papier. Donc tous ces documents, vous pouvez les retrouver et les avoir à votre disposition à Bordeaux Métropole, en mairie dans les 28 communes ou sur le site internet de la participation de Bordeaux Métropole. Et puis, si vous souhaitez nous envoyer des contributions en libre réponse ou le questionnaire, parce que nous avons reçu un certain nombre de questionnaires en libre réponse, donc vous pouvez le faire en précisant bien sur l'adresse, donc sans mettre de timbre sur votre enveloppe, en précisant bien l'adresse que vous retrouvez et que vous pouvez retrouver sur les différents documents et sur le site internet de la participation. Donc voilà, vous avez tous ces moyens pour continuer à participer et vous informer. Et je vous précise aussi que cette présentation, ce PowerPoint et la réunion publique est enregistrée et seront mis à disposition sur le site internet de la participation dans les jours qui suivent. Merci beaucoup pour ces compléments d'information. On va rester sur cette image avec les différentes modalités pour à la fois apporter quelques compléments puis surtout répondre à quelques questions. Un certain nombre d'entre vous ont indiqué dans la discussion une difficulté à s'informer sur le projet et sur cette réunion et les modalités. Donc, d'une part, on espère qu'on a pu vous apporter l'ensemble de l'information sur le dispositif qui était déployé. Par ailleurs, c'est une alerte que l'on note et sur laquelle on aura une action pour intensifier ce qui peut l'être. Sur une métropole comme celle de Bordeaux, il y a à la fois un enjeu de relais de diffusion, mais aussi un périmètre qui complexifie les choses. Néanmoins, c'est une alerte qui est bien notée, qu'on prendra en compte. Et puis, vous êtes aussi, vous, les meilleurs relais de cette démarche. Votre implication de ce soir sur la durée le démontre. Et donc, le bouche à oreille reste aussi la meilleure façon de communiquer. Donc, merci à tous pour ce point-là. Aujourd'hui, on va s'en tenir là. Encore une fois. Oui, tout à fait, Madame Noël. J'allais vous laisser le mot de la fin. Je terminais juste pour rappeler qu'on allait bien prendre en compte l'ensemble de la conversation et elle est très importante et encore merci. Et puis donc, laisser le mot de la fin et c'est ce que je vais faire. Madame Noël, merci à vous pour le mot de conclusion et merci à tous pour votre participation ce soir. Merci. Non, juste un mot de conclusion. Je ne voulais pas que la réunion se termine sans remercier vraiment très chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à cette réunion ce soir. Remercier tous les participants, non seulement par leur présence, mais aussi vraiment par la très, très grande richesse de leur contribution, de leur questionnement. Ça me paraît particulièrement important. Avant de poursuivre un peu, je voulais également remercier vraiment de manière extrêmement chaleureuse les services pour leur présentation qui était vraiment extrêmement détaillée, qui était vraiment très qualitative, je crois. Je pense que chacun ce soir aura pu apprécier l'importance de la matière qui vous a été proposée à réflexion ce soir et la qualité pédagogique de cette présentation parce qu'il n'aura échappé à personne que le document d'urbanisme, ce PLU, est vraiment un document très riche et très complexe. Alors, vous avez posé et contribué, vous avez posé beaucoup de questions et transmis beaucoup de contributions. Elle portait effectivement sur l'ensemble des thématiques que peut recouvrir un PLU.
Énormément, j'ai été frappée par l'importance des contributions et des questions sur les sujets relatifs à la mobilité, au déplacement, les sujets qui concernent le logement, hein, quel type de logement, mais aussi la qualité des constructions. Alors là, il y avait énormément de questions et de contributions sur la qualité et le type de construction. Alors là, il faut que vous sachiez qu'en effet, cela a été dit, mais le PLU ne peut pas répondre totalement à tous les points en ce domaine, parce qu'une bonne architecture ne peut pas être qu'un contenu de règlement, mais ça va au-delà. Et donc, on ne peut pas malheureusement répondre à toutes les remarques que vous avez pu faire dans ce domaine. Et puis, j'ai noté aussi une très grande place qui est accordée à la question des espaces verts, à la question de la nature en ville, à la question de la place du végétal, et ça me paraît très important. Bien sûr, sans oublier également le volet économique. Donc, énormément de contributions, énormément de thématiques évoquées. Ce que je voulais peut-être dire, insister sur ce point, cela a déjà été dit, mais c'est que nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'une procédure de modification du PLU, et nous ne pourrons pas régler dans le cadre de cette procédure tous les points qui ont pu être évoqués, puisque succédera immédiatement ensuite une procédure de révision qui sera beaucoup plus complète, mais qui nécessitera beaucoup plus de temps. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu initier sans attendre une modification, pour que déjà un certain nombre de points qui nous paraissaient extrêmement importants concernant la question de l'habitat et la question des trames vertes et bleues puissent être prises en compte dès à présent. Ça, c'est un point qui me paraissait important de souligner. Je voulais peut-être ajouter un dernier point concernant la concertation. Beaucoup de choses ont été dites dans le même ordre d'idées, puisque effectivement nous sommes simplement dans une modification. Cette concertation se poursuivra dans le cadre de la révision, parce que la révision va s'attacher à redéfinir le projet politique du PLU, et je pense qu'à ce stade-là, la contribution de chacun des habitants sera importante. Donc, il y a une concertation dans le cadre du PLU. Cette concertation peut être complétée d'ailleurs par certaines communes qui ont engagé de leur côté des initiatives. Et puis, comme il l'a été dit, bien entendu, la concertation à l'échelle de chacune des communes ne se limite pas au PLU, mais bien entendu, vous le savez, dans chacune de vos communes, il y a des échanges dans le cadre des politiques de quartier, dans le cadre de projets spécifiques qui viennent bien entendu compléter ce travail de concertation qui se fait dans le cadre du PLU. Sans compter que, effectivement, compte tenu du fait que ce document, il a été dit, est un document 3 en 1 qui introduit aussi la question des mobilités et du logement, il y a également des procédures particulières sur la question des mobilités et sur la question de l'habitat qui seront conduites également dans d'autres cadres. Voilà, je ne voulais pas prolonger, je ne sais pas si mes collègues élus veulent ajouter quelques mots conclusifs également. Voilà pour ce qui me concerne. On vous remercie encore de votre participation. Merci effectivement à toutes et tous de nous avoir rejoints ce soir. Merci à monsieur et madame les élus qui nous ont rejoints, madame Bost, monsieur Blanc, Santiana également. Pas de complément. Conclusif, aux propos conclusifs. Qui était parfait. Très bien. Merci beaucoup. Nous avons légèrement dépassé l'heure, mais encore une fois, le sujet est riche, donc il fallait aussi le temps de la pédagogie. Donc, merci beaucoup pour
votre patience et votre présence. Au plaisir de vous retrouver dans les ateliers. Vous l'avez compris, n'hésitez pas à vous y inscrire. A priori, une petite couac technique a été identifiée ce soir. On va regarder ça tout de suite, mais les inscriptions resteront bel et bien ouvertes jusqu'au dernier moment. Donc les 19 mai et 1er juin prochains. Donc n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. C'est l'échange qui vraiment rendra encore plus riche ce PLU et cette modification. Merci à tous, très bonne soirée et donc à très bientôt.